petite présentation par rapport à Minga. Au départ, on était, quand Aude nous a parlé du projet CHIC ou de s'engager dans un projet européen, on était plutôt à reculons avec une pédale de frein. C'est-à-dire que les projets européens, c'était pour nous un processus de bureaucratisation alors qu'on avait besoin de repolitiser notre action. Donc on était plutôt réticents. Le deuxième appel, c'était effectivement sur la notion du design, sur lequel effectivement chez nous il y avait des débats plus ou moins animés, enfin pas plus ou moins très animés. Est-ce que les designs ne reproduisent pas un néo-taylorisme avec le designer qui a ses droits d'auteur et qui se fout complètement des modes de production? On a aussi des architectes chez nous qui en gros disaient est-ce que effectivement c'est pas une façon de se couper le lien entre la conception d'un bâtiment et le chantier, quoi. Donc c'était en gros les designers, qu'est-ce que c'est que cette corporation? On y était plutôt sur une pédale de frein, voilà, pour dire les choses, y compris par rapport à un programme européen, en disant ça va, vu les contraintes administratives en tant que telles, on va se tomber une espèce de processus bureaucratique où en gros où on va dépolitiser notre action. On a heureusement, et je tiens à remercier Aude, elle nous a fortement fouetté sur ce sujet pour dire qu'il faut y aller quand même, et on a eu raison d'y aller. Voilà, c'était juste une petite introduction sur le programme CHIC là-dessus. Juste une petite présentation de Minga. Donc Minga est une association créée en 1999 qui est un vieux compagnon de route du territoire de pleine commune. Enfin, on a migré entre Saint-Denis, Aubervilliers, on est revenu à Saint-Denis, on a été à Saint-Denis. Notre association, le siège social national de notre association a été un peu nomade sur ce territoire. À l'origine, notre association s'est créée sur des problématiques liées au commerce équitable avec des acteurs qui étaient de plus en plus inquiets et réticents de l'évolution marketing du commerce équitable, y compris de transformer un engagement en argument de vente. C'est-à-dire qu'on était en train, nous aussi, de se bureaucratiser, de se dépolitiser, en définant des cahiers des charges, en essayant d'encapsuler, je veux dire, un projet de société dans un cahier des charges, dans une technique, dans une méthode, ou alors à faire de l'idéologique intentionnel avec des grandes valeurs complètement déconnectées. C'est-à-dire que, or, le projet initial de Minga, et j'y reviendrai tout à l'heure, était quand même d'articuler une dialectique micro-macro. C'est-à-dire, effectivement, le fait de faire, c'est aussi penser, ou penser, c'est aussi faire. Comment, effectivement, éviter que des acteurs professionnels ne soient pas uniquement des illustrateurs à colloques, ou effectivement des terrains de stage, mais participent aussi au travail de recherche ou à l'élaboration d'un contenu politique, face effectivement aux contradictions auxquelles ils sont confrontés dans le marché pour rémunérer du travail, pour trouver des investissements. Donc je vais revenir un peu dans le sujet, mais je voulais quand même préciser. Donc tu me dis, je suis à ton service. Next. Voilà, alors pour revenir sur la question des droits de l'homme, ça c'était un peu notre acte de fondateur en 1999. On l'a un peu oublié avec le temps, parce que on l'a remis au goût du jour. Et on l'a remis au gout du jour, voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on mettait effectivement cette notion même d'économie équitable, faisait référence des commerciaux à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et au bout d'un moment, on s'en était un peu écarté parce que effectivement tout le monde faisait référence à ça, mais avec une vision très formelle des droits de l'homme en tant que tel. Donc on l'avait un peu écarté. On l'a remis au goût du jour au moment des émeutes de la faim en 2007 et de la crise des subprimes en 2008, en disant là, ça devient chaud bouillant. Il faut absolument repolitiser notre action et revenir effectivement à cette question-là de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où justement on montre bien qu'il y a bien un lien entre la question civile et la question sociale, notamment par rapport à une actualité qui aurait tendance à vouloir considérer que seul contre le civil, le social est un élément périphérique. Voilà. Donc cet élément-là est pas... et ce qui est très intéressant, on l'a du coup remis vraiment sur le haut de la pile, notamment par rapport à la mise en place, suite après aux attentats en tant que tels, et la mise en place d'un état d'urgence qui est devenu permanent. On s'est dit c'est particulièrement important par rapport à des États qui sont en train de glisser des États de droit à un état de sécuritaire. Il va falloir remettre très fortement cette question-là, y compris se dire, elle nous oblige à rehausser notre niveau d'ambition. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on arrête d'être dans le petit, dans le parcellaire, dans le... comment vous dirais-je, dans la culture de l'exemplarité qui, par capillarité, il va falloir effectivement inscrire la modestie de nos actions, y compris mesurer nos faiblesses, dans une ambition politique nettement plus musclée. Alors,
Sur la référence, sur cette référence des droits de l'homme par rapport au projet européen, pour nous c'était important. C'est-à-dire qu'on n'y va pas uniquement parce qu'il y a du financement. En plus, on sait que le financement derrière, c'est aussi de l'administration, de la trésorerie, et parfois ça peut foutre en l'air la sauce, donc on y a été à reculons. C'est notamment aussi pour des raisons politiques par rapport au projet européen, non pas ce qu'il est, mais par rapport à son projet européen fondateur, par rapport à la question des droits de l'homme qui nous paraissait particulièrement important, notamment face à une offensive relativement forte de mouvements xénophobes, réactionnaires qui sont en train de monter partout en Europe. Voilà. On s'est dit maintenant on ne peut plus être la minorité de Zemmour, quoi. Enfin, ça c'est plus possible. Enfin, au sens, il faut qu'on sorte et qu'on ne se vive pas comme effectivement des acteurs minoritaires, innovants, périphériques, sympathiques en tant que tels. Je ne sais plus où j'en suis. Donc c'est notamment pour ces raisons-là qu'on s'est inscrit dans ce projet européen, y compris on avait aussi besoin de se décentrer, c'est-à-dire que ça nous a, le fait de rencontrer des acteurs italiens, de rencontrer Nicolas en Belgique ou les acteurs espagnols, était une façon aussi à un moment ou de montrer que ce qu'on vivait en France et la périphérie un peu des séminaires était un peu partagé, on avait à peu près les mêmes niveaux d'inquiétude. Bon, je vais aller très vite. Tu veux que je change de slide? Ouais, je veux bien, ouais. Ouais, alors ça c'est un truc, je l'ai mis d'entrée. Ça c'est un t-shirt que j'ai vu, il y a marqué Vive l'anarchie, c'est un truc sur l'autogestion, et il y avait marqué l'étiquette, c'est Man in Bangladesh, Fruit of the Moon, c'est-à-dire l'endroit le plus pourrave en termes de droits sociaux. C'est très intéressant. Excusez-moi, j'insiste là-dessus. Mais c'est effectivement des débats qu'on a avec différentes organisations ultra subversives, je sais pas si qui du coup en mettant du doigt là-dessus, c'est pas du tout disons ouais, en gros pour défendre votre liberté, il y a une armée d'esclaves bien loin, je sais pas si on voit pas, je sais pas si et elle se voit à travers cette étiquette. C'était aussi les amener à travailler la question des supports de production, c'est-à-dire que c'est là aussi on a à partir de là travailler sur le fait de remettre en place un support fait avec du coton bio, donc vous pouvez expliquer la question écologique et derrière les questions de pollution, derrière aussi de faire réfléchir sur les supports de communication et pas uniquement le message. Y compris de dire, il peut y avoir de très beaux designers qui font des super, comment dirais-je, smartphones, je sais pas si en occupant totalement derrière, qu'en gros le prix du sang qu'il y a derrière pour produire, avoir les minerais, etc. Voilà, donc le but, c'est pas un jugement de valeur, c'est aussi de faire travailler au sein de nos organisations ce type de contradiction et d'arrêter de jouer les marioles, voilà, ou en gros de se dire ouais mais tu comprends, on est pauvre, machin, etc. On verra ça plus tard. Non, ça c'est comment ça se travaille maintenant. Enfin, y compris pour de pas effectivement faire des pétitions sur. Et ces mêmes organisations faisaient à 2 stands plus loin des pétitions contre effectivement l'atelier Ranahata en disant qu'il faut pousser le gouvernement à intervenir sur la responsabilité des entreprises tierces dans ce type de drame. Quoi. Voilà. Je continue? Ouais, vas-y. Tu me dis si c'est passé 15 minutes. Hein. Voilà. Ça va, mais tu... Je viens sur le sujet, j'y viens. Le sujet, je vois bien comment tu y vas, voilà. Je te laisse faire. Bon, l'accès au capital, ça pour nous, là aussi pareil, avant juste pour pouvoir bien rentrer comment on a mis le doigt dans les prises de cette question, c'est une question très concrète et c'est une question très politique. C'est-à-dire que c'est là aussi au moment où on a dû assumer le fait d'être à partir de 2008 d'être une organisation professionnelle et politique. Et à l'époque, quand on commençait à le dire, on disait toujours politique avec un grand P, comme s'il fallait toujours prendre des pincettes pour dire le terme. Je sais pas si on l'assume totalement. C'est-à-dire que nous assumons le fait d'être une organisation professionnelle et à la fois une organisation politique. Pour ne pas reproduire un corporatisme fut-il innovant, je ne sais pas si fut-il... ça aussi, c'est par rapport à l'évolution du secteur de l'économie sociale et solidaire qui, dans son milieu patronal, signe des textes les plus réactionnaires avec le MEDEF. Voilà, donc c'est dit là, les jeux d'acteurs, ça va 5 minutes. Quoi, voilà. Donc la question de l'accès au capital, elle est hyper concrète elle concerne la totalité de nos membres. Alors, quand je dis qu'elle concerne la totalité de nos membres, c'est que souvent nos membres sont amenés à entreprendre en situation de sous-capitalisation parce qu'effectivement, ils sont portés par des projets, par l'envie de faire, je sais pas si je prends le pas effectivement sur la question des moyens. Et souvent, ce qui se passe, c'est le travail et leur propre travail qui devient la variable d'ajustement. Souvent, en gros, ils ne se payent pas pendant
1 an, 2 ans. Alors c'est des fois le conjoint du ménage qui assure le revenu ou pas. Mais c'est cette réalité-là qu'on touche du doigt. Alors effectivement, les gens se gratifient par la gratification symbolique, par être dans des colloques, dans des trucs, mais finalement la rémunération de leur propre travail, y compris de leur propre responsabilité de gestion, est évacuée. L'autre chose, enfin, je vais creuser encore ce sujet parce qu'il est très important. Sur la question des plans de financement et des négociations de financement où on accompagne nous des projets. Ce qu'on se rend compte, y compris incluant la question de la finance solidaire, elle est particulièrement délicate parce qu'effectivement, il ne raisonne qu'en termes d'équilibre d'exploitation. C'est-à-dire penser une insuffisance brute d'exploitation. C'est-à-dire penser que le travail est un investissement productif. C'est-à-dire qu'il est normal que pendant les premières années d'activité, on ne gagne pas d'argent. On n'est pas obligé d'être une start-up. On a besoin aussi d'avoir un certain nombre d'investissements pour effectivement que les besoins ou la montée en charge de l'activité soient couverts par ça. Ce travail-là est un travail très difficile, qui pose effectivement la question de l'accès au capital, qui est effectivement l'accès, enfin qui est une question, oui, de rapport, enfin je reviendrai, de rapport de force. Enfin on y reviendra très concrètement dans le détail, mais voilà. Elle est aussi pour nous d'autant plus importante qu'effectivement on est dans une logique qui en gros développe sur des coopératives ou en gros promeut le commun. C'est-à-dire que sur la question des communs, et je viendrai sur un exemple plus précis, effectivement cette question de l'accès au capital est absolument cruciale, y compris pour prendre en charge le coût de travail, de recherche ou développement nécessaire effectivement par rapport à la production, soit de licences, soit effectivement en tant que tel. Ouais, alors ça aussi, ça veut dire aussi pour nous qu'il faut aussi en permanence casser le mythe du self-made man. Enfin, il s'est fait tout seul, bah non, la Silicon Valley, derrière, c'est le porte-avions de l'armée américaine. Il faut arrêter de délirer sur, en gros, ils se sont inventés leurs affaires uniquement dans un garage, quoi. La seconde chose, c'est aussi derrière Trump, derrière, c'était son grand-père était un tenancier de bordel dans le Clyde, à Dawson City, je ne sais pas si c'est qui a créé le meilleur bordel, fréquenté par Jack London, et qui après, à la fin de sa vie, s'est investi dans les Maldives à New York. Petite histoire. Voilà. L'autre chose pour nous aussi importante, c'est que investir pour nous sur la question du travail, c'est poser la question de la démocratie, du progrès démocratique. De ne plus être dans une logique défensive, mais effectivement dans des revendications offensives. Donc justement, de sortir de ça. C'est-à-dire de sortir de cette vision, en gros, on va changer le monde par la société des loisirs. Ou pour nous, et on l'a vécu au niveau de Minga, par la consommation ou par un doux commerce. Il suffit de créer un label de qualité, il suffit de créer un label commerce équitable, et comme par magie, il va y avoir un prix équitable. On n'y croit pas. Parce que c'est totalement, voire même, c'est même extraordinairement scandaleux. Je sais pas si c'est une espèce, on va encapsuler une intention idéologique par un cahier des charges qui va devenir effectivement un élément symbolique qu'on vend en tant que tel. Voilà, donc c'est... et de dire en gros que derrière la société des loisirs, il y a une société de production qu'on ne voit pas, qui est invisible, etc. Je n'ai pas si longtemps. Voilà. Oui, alors l'autre chose sur la question de l'accès au capital, elle est pour nous cruciale parce que le problème c'est qu'elle crée une culture de la précarité. C'est-à-dire qu'elle interdit un niveau d'ambition. La question de l'accès au capital, c'est aussi une question culturelle qui fait qu'à un moment ou à un autre, nos membres sont à un moment ou à un autre sont dans une culture vivons petits, vivons cachés. C'est-à-dire qu'ils s'interdisent de penser plan de développement. Du coup, la peur de l'équilibre de l'exploitation les rend boutiquiers, alors qu'elles devraient développer des coopérations, des alliances en tant que telles. Donc du coup, ils vont se flatter de leur spécificité, y compris auprès des pouvoirs publics, pour créer une relation concurrentielle avec des autres partenaires, plutôt que d'être dans une logique de coopération. Donc ils ne seront pas dans une logique apprenante, et donc pareil, ils vont développer comme quoi ils sont plus experts, qu'ils connaissent mieux les plus pauvres que les autres, etc. etc., etc. Voilà. La question, donc cette question d'accès au capital, c'est aussi à un moment donné de rehausser le niveau d'ambition d'un certain nombre de nos membres par rapport aux enjeux actuellement. Oui. Oui, donc j'en viens sur effectivement la question du design, du logiciel libre, ce genre de choses. C'est aussi à un moment ou à un autre, par rapport à nos membres, c'était aussi important de sortir un peu du discours des valeurs pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est là où la question de l'économie numérique est déterminante, parce qu'elle va bouleverser
un certain nombre de filières, un certain nombre de métiers maintenant. Je ne sais pas si je rentrerai dans le détail maintenant. C'est le cas par exemple dans la filière du livre où effectivement maintenant un certain nombre de logiciels ou d'algorithmes sont utilisés par des diffuseurs pour faire comprendre à un libraire qu'en gros, s'il n'achète pas tel produit, il n'aura pas la remise nécessaire en tant que tel. Donc du coup, on l'interdit presque de pouvoir maîtriser sa politique d'assortiment. Et effectivement, vous avez de l'autre côté une entreprise qui s'appelle NAC qui a récupéré une librairie à Paris et qui du coup utilise des designers américains, je ne sais pas si pour ghanéen, je crois, pour faire une opération sur le street art, je ne sais pas quoi, là-dessus. Et qui par contre a bien marqué le mot librairie. Je ne sais pas si c'est un peu comme on fait. Avant c'était l'usine et on le met en avant. Voilà, là-dessus. C'est pour ça que cette image, je la trouvais assez parlante de notre ces questions ne sont pas des questions, c'est là aussi où, par rapport à nos membres, c'est montré que ces questions ne sont pas des questions théoriques, elles sont des questions immédiates et concrètes en tant que telles. C'est vrai que la question de la maîtrise des données, de la maîtrise des données numériques, y compris parce que nos propres activités produisent de la donnée numérique, comment effectivement on les maîtrise plutôt qu'utiliser des outils qui vont les exploiter autrement. Voilà, je viens maintenant sur ce que Chic a permis. Ouais. Voilà. Ce que Chic a permis. Ce que Chic a permis par d'autres, c'est-à-dire qu'en gros, nous, notre engagement, donc du coup, on s'est dit au fur et à mesure de ce projet européen, il faut qu'on soit non seulement une organisation professionnelle et politique, mais aussi qu'on accompagne l'engagement syndical. Donc on a accompagné l'engagement du SINPEL, on a accompagné l'engagement de différents acteurs, et notamment des artisans sémenciers. Alors là aussi, on rejoint sur la question des communs, mais sur la question du vivant. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais quoique, il y a des choses, il y a énormément de similitudes. Donc, dans nos membres, on avait effectivement des artisans semenciers, c'est-à-dire des artisans qui produisent des semences qu'on appelle variétés de population ou semences paysannes, c'est-à-dire des semences qui sont non hybrides. Au départ, on disait, ouais, c'est un débat d'intellectuels, etc. Pas du tout, c'est un débat qui est en gros énorme au niveau de l'enjeu de la biodiversité végétale, qui du coup commence à susciter de plus en plus d'intérêt parce qu'effectivement, les valeurs productives qu'on a fait dans les labos qu'ils ont fait sont de rapport de 1 à 10 à 1 à 20, même produits en bio. Enfin, on s'est rendu compte que par exemple, les légumes produits en bio, 80% des légumes sont des hybrides F1, issus par effectivement des grands industriels, etc. Donc voilà. Et on s'est rendu compte à l'autre bout de la chaîne qu'il y avait une dizaine d'artisans semenciers, mais totalement précarisés, dont l'État maintenait une situation de précarité et en même temps avait besoin de ces acteurs pour maintenir un peu une veille génétique, parce que où en gros ils assumaient dans leur champ le fait de conserver un certain nombre de semences. On s'est dit, il est fondamental que vous vous organisiez en tant que syndicat pour faire reconnaître ce travail de recherche variétale, même si vous ne déposez pas de brevet ni de certification d'obtention végétale. Voilà. Donc on a là-dessus, et finalement, eux aussi ont décidé, organisation professionnelle des artisans semenciers, eux, européens, je ne sais pas si parce qu'il y a des Belges et des Catalans. Voilà, il n'est pas là, dommage. Voilà. Donc on a dit, on va essayer effectivement d'assurer une promotion de cette démarche-là. Et c'est là où le projet Chic, suivant, donc on a lancé une campagne qui s'appelle Graines de Paris d'avenir pour remettre en avant ce truc, y compris d'une collection vous verrez derrière d'une douzaine de variétés. Il y avait le chou mignon de Pontoise, l'oignon jaune paille des Vertus, pleine de Vertus, pleine commune, la tomate de Montlhéry, peu importe. Le but, c'est pas de montrer uniquement sur une logique de conservation de variétés anciennes, c'est de montrer que derrière, elles participent, je dirais, d'un travail qui peut participer d'un travail de recherche et développement en plein champ pour améliorer ce genre de choses. Du coup, on a monté cette opération et on avait besoin d'un présentoir. Et c'est là, bingo, je ne sais pas si on se dit, on va faire travailler l'OpenFab, je ne sais pas si pour réfléchir effectivement à un présentoir qu'on puisse mettre en carton, qu'on puisse mettre dans des hôtels, dans des restaurants, on avait effectivement dans différents lieux en tant que tel. Voilà. Donc ça, c'était effectivement une démarche très intéressante qui a beaucoup intéressé les artisans semenciers, y compris par tout le travail qu'a fait l'OpenFab pour montrer comment on monte le plan, comment c'est conçu, y compris comment c'est construit le lien du design ou de l'illustrateur pour voir comment on peut adapter un présentoir qui mette en avant cette démarche.
Voilà. Je fais une passage auprès de Mathieu Gellman, c'est que cette opération nous a permis d'avoir différents types de partenariats, notamment les régies de quartier, le Comité national des régies de quartier et une opération qui s'appelle Cité Jardin, où en gros on envisage peut-être, c'est en cours, hein, avec eux, de faire un travail de recherche et développement de sélection de semences au pied d'immeubles. C'est-à-dire que finalement, comment les populations dans les pieds d'immeubles peuvent être aussi des acteurs de la recherche en tant que telle, et comment effectivement on produit de la recherche sur la semence au pied d'immeuble, et pas uniquement donc du coup de travailler. Voilà. Et ça, c'est un peu l'idée qu'on a envie de travailler avec différents acteurs des régies de quartier, mais aussi avec les acteurs sociaux. On a une très belle cité-jardin sur le territoire. L'association. Mais on est très ouvert, on a aussi Relais Château aussi partenaire de cette opération. On y va très large. Moi, je te laisse finir. Voilà, et puis voilà, je voulais quand même revenir sur les questions des mutations, parce qu'on a été, la question numérique, on l'a pris en pleine gueule aussi sur les semences. Au moment où on monte cette opération, certain nombre d'artisans semenciers négocient avec un groupe de la GMS, Carrefour, je ne sais pas si je veux, qui fait une merveilleuse opération de communication sur les semences interdites. Ce qui est d'ailleurs en moins de 48 heures, des gens qui nous prenaient pour des gauchistes agronomes faisant chier, nous ont pris pour des experts. Voilà, Carrefour parle de je ne sais pas si je veux. C'était hallucinant. Sauf que cette opération est une opération de com, c'est-à-dire que finalement ça concerne 50 tonnes de légumes, etc. Qui fait partie d'une opération de Carrefour dans une mutation du groupe Carrefour lui-même, qui est en train d'être racheté par les acteurs du numérique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que Amazon a racheté les plus gros acteurs de la distribution américaine au mois de juillet et est en train de leur nier sur Carrefour. Walmart, la plus grande entreprise de distribution au monde, s'est rapproché ou a fait une alliance avec Alphabet, Google, pour éviter une OPA d'Amazon. Tout ça n'est pas, c'est maintenant, je ne sais pas si je veux dire que c'est pas, comment vous dire, c'est pas de la science-fiction, quoi, voilà. Donc il nous paraissait aussi qu'on avait besoin de, on va dire, réarmer ou rééquiper, on va utiliser un terme non violent, rééquiper un certain nombre de nos membres dans un contexte qui est en train de s'accélérer, et au plan économique et au plan politique. Enfin, on a effectivement des choses qui sont en train de bouger très vite. Et là, on a besoin d'avoir effectivement, c'est aussi comment on s'organise. Alors, je finis, j'ai perdu mon truc, sur la question du fameux modèle économique. Pour nous, la question du modèle économique, justement, on le déconstruit. C'est-à-dire qu'en gros, on part du fait que, d'abord, la première chose, c'est de partir de l'examen de ses conditions propres, de sa propre précarité. C'est-à-dire de partir un peu, de ne pas chercher un modèle extérieur sans examiner ses propres conditions matérielles. Comment tu gagnes ta vie, comment tu ne gagnes pas ta vie, d'avoir une analyse un peu plus objective de la situation. La deuxième chose, c'est effectivement la mise en place et la structuration d'organisations syndicales. Et la troisième chose, c'est effectivement de bien comprendre que tout ça est une affaire de rapport de force. Qu'il faut arrêter de croire que, en gros, par l'innovation, par magie, je ne sais pas si on va pouvoir, je ne sais pas si je pars une espèce de vision un peu positiviste, que, en gros, l'addition de petites innovations en tant que telles, non, ça ne marchera pas sans un moment, un autre, un certain nombre de rapports de force. Quand je dis rapports de force, ce n'est pas forcément des rapports brutaux, ça n'empêche pas de faire la diplomatie, de coopérer, plein de choses. Je ne sais pas si je veux, voire même parfois d'être consensuel, je ne sais pas si je veux, mais ça, pour que ça fonctionne, ça veut dire pour nous qu'on doit, vis-à-vis de nos membres, rehausser très fortement le niveau d'ambition. Et ça, c'est très difficile auprès d'un certain nombre de nos membres qui, effectivement, comment vous dire, sont parfois se résignent, je sais pas si ou essaient de trouver une méthode pour ne pas s'affronter à la question politique. Et c'est aussi un peu ce qu'on essaie de sortir, c'est de sortir de ce qu'on appelle nous les ritualisateurs de la méthode, du jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'on passe du temps à parler de la méthode, mais finalement la question du fond, la question des rapports de force, la question des conditions matérielles d'existence sont évacuées. Voilà.